Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous salue. Je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation, quoique j'ai dépassé l'âge de la grande productivité intellectuelle, n'est-ce pas? Bon, enfin, j'essaierai de vous montrer que j'ai de beaux restes. Alors, nous allons fonctionner de la façon suivante. En respectant un temps de parole, je sors derrière ma montre pour m'aider à contrôler cela, qui est malheureusement limité, mais il y aura des communications écrites, nous le savons. Je vais d'abord présenter un court exposé introductif portant sur les aspects internationaux et introduisant la personnalité centrale pour le propos de cette session de Pierre Guillaumat. Je serai suivi ensuite par M. Geleznikov, qui est directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique. Ensuite, M. Patrick Boureille, qui est au service historique de la Défense, qui est un de mes élèves, qui a rédigé une magnifique thèse sur les origines, pour le dire brièvement les choses, les origines de la force océanique stratégique et du programme nucléaire naval français. Nous finirons, si j'ose dire, avec M. Guinel, que je n'ai pas besoin de présenter, dont vous connaissez le blog tout à fait essentiel en matière de défense, ainsi que son livre co-rédigé très récemment sur le pouvoir nucléaire au sens politico-nucléaire. C'est peut-être un peu de ça, d'ailleurs, dont vous nous parlerez. Alors, M. Geleznikov parlera, si j'ai bien compris, des origines, de la genèse de la direction des applications militaires. M. Boureille développera un certain nombre de personnalités importantes qui ont œuvré en soulignant leur apport dans le sens du thème général du colloque. Et M. Guinel, comme je l'ai dit, si j'ai bien compris, reprendra certains aspects plus politique au sens de l'organisation politique. Donc, les grands efforts nucléaires militaires de par le monde ont été évidemment secrets. Le français était en outre largement clandestin, pas totalement, mais largement clandestin, on pourrait dire jusqu'à la première explosion en 1960, jusqu'à la loi de programme votée au Parlement cette année-là. Clandestin, bien entendu, pas vis-à-vis du gouvernement, pas vis-à-vis des armées ou d'autres secteurs industriels ou techniques concernés ou scientifiques concernés, mais je dirais vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis dans une très large mesure, pas totale, mais une large mesure du Parlement qui votait rarement avant 1960, de façon très générale, et certainement vis-à-vis des règles normales de la comptabilité publique. Mais vous le savez que le commissariat à l'énergie atomique, pendant longtemps, a été dispensé des règles normales de la comptabilité publique. Nous verrons d'autre part que bon nombre des responsables du CEA avaient une bonne expérience de la clandestinité, ainsi comprise, depuis 1940. Quand le général de Gaulle créa le CEA en 1945, il avait également en tête l'atome militaire, ça a été rappelé. Mais après lui, les dirigeants de la 4e République furent longtemps soit persuadés que c'était au-delà des moyens du pays, parce que les Britanniques venaient régulièrement nous susurrer dans l'oreille « vous n'y arriverez pas, et puis c'est très cher, puis il faut faire des tas de choses », comme Eden l'a dit en 1954 à 10 diplomates français. Vous savez, nos avions, la Air Force, sont obligés de survoler régulièrement l'Union soviétique pour savoir ce que font les Russes. C'est intéressant, ça, hein? Bon. Et les dirigeants français pouvaient penser souvent que c'était inutile, au fond, d'avoir un armement nucléaire national dans le cadre de l'Alliance Atlantique avec la prétendue garantie nucléaire américaine. Soit même souvent, je me permets d'insister là-dessus, parce que je ne l'ai pas encore beaucoup entendu ce matin, parce que les dirigeants trouvaient que c'était en soi mauvais, l'arme atomique. Je me permets de rappeler que les dirigeants de 1946 et années suivantes, au début de la 4e République, sont en majorité favorables à la sécurité collective, à l'ONU et au désarmement. Ce sera tout un processus à travers les premières étapes de la guerre froide, processus qui ne sera jamais unanime et qui ne sera vraiment accompli qu'au début des années 50, qui amènera ces dirigeants de la 4e République à renoncer à l'espoir d'une paix mondiale sans armes nucléaires. Alors, les étapes
et les raisons de l'acceptation, disons, clandestine du nucléaire militaire sont très largement, comme c'est mon domaine, je vais insister là-dessus une seconde, liées au contexte international. Bien entendu, il y a des progrès soviétiques. Je me permets de rappeler que la première explosion soviétique en 1949 à fission a été une surprise. On pensait qu'il leur faudrait beaucoup plus de temps. Les Américains ont décidé de réagir en passant à l'étape thermonucléaire et ont réalisé leur premier test en 1952. Un engin de 50 tonnes, totalement intransportable, même si c'était très beau sur le plan de la physique nucléaire. En 1953, un an après, les Soviétiques ont testé un engin qui était moins parfait sur le plan de la physique nucléaire pure, qui était plutôt dopé que purement thermonucléaire, mais qui était aérotransportable, et qui, d'autre part, reposait sur un principe physique tout à fait différent de celui qu'avaient utilisé les Américains en 1952 et qui était le bon principe pour une arme nucléaire. Dès 1954, les États-Unis firent sauter une bombe thermonucléaire opérationnelle, en 1954 seulement, plus tard peut-être qu'on pensait, et dès 1955, les Soviétiques testèrent une bombe opérationnelle, aérotransportable et également pleinement thermonucléaire. Ils n'avaient plus qu'un an de retard et leur progrès, étant donné qu'ils avaient choisi une voie physique différente, ne devait plus rien à l'espionnage, à la différence des premières années. On sait maintenant, d'ailleurs, que dès le début de leur programme, les Soviétiques avaient visé tout de suite l'étape de la fusion thermonucléaire, peut-être bien d'ailleurs comme les Allemands en 1943-1945, qui ont été loin d'être aussi manchots, n'est-ce pas, qu'on a tendance à le dire aujourd'hui. Je ne suis pas absolument certain que le commissariat en tant que tel à l'époque avait tout à fait conscience de l'ampleur des recherches soviétiques. Ceci dit, ça n'a pas été le cas soviétique, je le dis tout de suite. Le seul facteur, ni même, ce qui peut paraître paradoxal en pleine guerre froide, à mon avis, le principal facteur de la décision française de passer au nucléaire militaire. Il y a eu bien d'autres raisons. En fait, dès 1952, Félix Gaillard fait adopter un plan qui devait permettre à la fin des années 50 de produire plus de 50 kg de plutonium par an, de quoi faire 5 ou 6 bombes atomiques. Il était entendu que ce serait à usage civil, c'était ce qu'on vendait au Parlement, mais en secret, il était bien entendu que ça pourrait éventuellement être utilisé à usage militaire. Mais le facteur déterminant du point de vue français fut l'adoption par les Américains en 1954 de la stratégie dite des représailles nucléaires massives, qu'on a appelée à l'époque la stratégie New Look. Et, deuxièmement, de l'extension de cette stratégie américaine à l'ensemble de l'OTAN en décembre 1954. Là, la documentation est parfaitement claire. Les responsables français se rendent compte que la France va être totalement déclassée, non seulement à l'égard des États-Unis, mais même par rapport à la Grande-Bretagne, qui a fait sauter sa première bombe en 1952. Jusque-là, on pouvait vivre dans l'illusion qu'après tout, le nucléaire, c'était quelque chose. Enfin, bon, maintenant, ça devient fondamental. Il y aura ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Et donc, la France doit l'avoir si elle ne veut pas être complètement déclassée. Et en cas de très grave crise internationale, si jamais la garantie américaine venait à faceiller un peu, se retrouver seule face à l'URSS. Comme on a pu un moment en avoir on éprouvait l'inquiétude au moment de la crise de Suez en 1956. Mais à côté de ces considérations qui sont connues, même si elles ne sont pas très souvent présentes à la mémoire, il y en a une qui est beaucoup moins connue, c'est l'Allemagne, qui accède désormais, avec les accords de Paris de 1954, qui ont suivi l'échec de la communauté européenne de défense, qui accède désormais, par les accords de Paris, à une armée nationale, certes sous commandement OTAN, mais une armée nationale allemande. Il faut conserver, du point de vue français, dans la mentalité de l'époque, une marge de supériorité. Eh bien, ce sera l'acquisition de l'arme nucléaire. C'est la raison fondamentale de la fameuse réunion le 26 décembre 1954 autour de Pierre Mendès France, au cours de laquelle on a pris la décision de doter la France d'un armement nucléaire. Bon, même si ça n'a pas été immédiatement acté pour des raisons d'opportunité politique, on constate que le commissariat de l'énergie atomique a immédiatement commencé à exécuter cette décision d'une façon semi-clandestine, en créant 3 jours plus tard le Bureau d'études générales, magnifique expression, qui est en fait l'ancêtre
monsieur le directeur, de votre dame. Bien entendu, on a du mal à concevoir cela aujourd'hui, mais le facteur allemand a été une préoccupation fondamentale, maintenir une supériorité face à l'Allemagne, pas faire la guerre à l'Allemagne, non, a été un facteur primordial au début des efforts français, et je dirais que le souci de ce que pourraient faire les Allemands en matière de nucléaire militaire a été très présent dans les espaces décisionnels français jusqu'au sommet de l'État, jusqu'aux années 70, jusqu'à la fin, je dirais, du septennat de M. Giscard d'Estaing. Bon, ça, c'est dans les archives, une fois de plus. Un autre temps fort, bien entendu, conduisant alors là à la décision définitive en 1956, à l'automne 1956, d'aller vers la fabrication de la bombe, ça a été la crise de Suez, concomitante avec l'invasion de la Hongrie par les Soviétiques en novembre 1956, et la compréhension aussi bien à Paris et à Bonn qu'il fallait que l'Europe occidentale, en dehors de l'Angleterre, ait quand même ses propres moyens nucléaires. C'est à ce moment-là que le chancelier Adenauer, novembre 1956, on peut le dater très exactement, 6 novembre 1956, a décidé de lever son opposition à ce que le projet de traité Euratom, qui était en négociation depuis 1955, oblige la France à renoncer à tout effort nucléaire militaire. C'est une date absolument essentielle, pas tellement connue également. Et je passe maintenant à Pierre Guillaumat, qui a été nommé administrateur général du commissariat à l'énergie atomique en 1951, sous l'impulsion de Félix Gaillard, qui avait d'abord pensé, qui est secrétaire d'État à la présidence du Conseil, il avait d'abord pensé, après la mort de Raoul Dautry en août 1951, à nommer comme administrateur général du commissariat Louis Armand, qui était grand homme des grands projets industriels de l'époque, compagnon de la Libération, résistant. Non, et Louis Armand a conseillé de prendre son cadet du corps des mines, c'est-à-dire Pierre Guillaumat, qui était alors directeur des carburants, qui a été établi, mis en place par Félix Gaillard lui-même lors d'une réunion du comité d'énergie atomique en novembre 1951. Guillaumat allait jouer un rôle absolument essentiel pour recadrer le CEA, pas seulement vers les recherches théoriques qui avaient évidemment la priorité aux yeux des physiciens, grands savants qui participaient ou qui siégeaient au Conseil de l'énergie atomique, un organe extrêmement important. Guillaumat a forcé tout le monde à penser aux applications pratiques, civiles, énergie nucléaire et militaire. Il recadre assez fermement les physiciens universitaires. Je ne dirais pas qu'il l'aimait ou pas, mais quand vous savez lire les procès-verbaux du comité de l'énergie atomique, c'est assez clair. Or, Pierre Guillaumat a une grande expérience de travail clandestin. C'est un polytechnicien qui a été mobilisé en 1939 à la section R du service de renseignement à Tunis. Après la défaite, il devient officiellement directeur du service des mines de Tunisie, tout en jouant un rôle important dans un réseau, évidemment clandestin, dépendant du service de renseignement de Vichy, qui observe Italiens et Allemands en Méditerranée. Et ça, ce sont des histoires à plusieurs fonds. On travaille pour Vichy, mais avec l'acceptation, Vichy, on travaille aussi pour les Anglais, où on informe les Anglais des mouvements allemands et italiens en Méditerranée. En 1943, il rejoint, après le débarquement allié en Afrique du Nord, il rejoint à Alger le responsable du BCRA, donc du service secret de la France libre, André Pellabon, camarade polytechnicien, je souligne au passage. Il poursuit, après la fusion des services secrets en décembre 1943, entre ceux de Vichy et ceux de la France libre, à la nouvelle Direction générale des services de sécurité. Et après la guerre, il devient directeur des carburants. C'est un poste extrêmement important à l'époque. Il est tout à fait clair que Pierre Guillaumat contribue à faire passer le commissariat à l'énergie atomique des recherches de laboratoire aux grandes réalisations industrielles. Il confie la direction industrielle du CEA à Pierre Taranger, polytechnicien, qui venait lui aussi de la direction des carburants et qui avait été son camarade au service de renseignement
de Vichy à Tunis, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours le même univers entre Polytechnique et la clandestinité. Il crée un comité de l'équipement industriel dont il confie la présidence à Louis Armand, son chef du corps des mines, résistant, j'ai dit, etc. Alors, le rôle précis de Pierre Guillaumat, vous le retrouverez plus en détail dans la communication écrite, je vais à l'essentiel. Il consiste d'abord à pousser les différents plans de développement du commissariat à l'énergie atomique. Il y a un plan intérimaire 55-57, puis un grand plan à partir de 57, où là, très carrément, il est évident que les grandes orientations industrielles vers l'énergie nucléaire civile, y compris la production d'électricité d'origine nucléaire, vers le problème du plutonium, l'extraction du plutonium, ainsi bien sûr que les recherches militaires sont tout à fait évidents. Le rôle de Pierre Guillaumat est d'aiguillonner tout le monde en liaison étroite avec l'industrie qui fait entrer dans le circuit de décision, les armées, pas besoin de vous le dire, également tous les services de l'État, de façon à faire passer des physiciens qui, encore en 1954, étaient allés trouver Pierre Mendès France vers septembre ou octobre 1954 pour dire à Pierre Mendès France qu'il se refusait à participer à la fabrication de bombes nucléaires françaises. Je dis ça parce que c'est ça le point de départ. Bon. Et là, Pierre Guillaumat redresse la situation très fermement. Francis Perrin lui-même, qui a succédé à Joliot-Curie, il n'est pas favorable à la bombe atomique au départ. Il faudra le convaincre. Bon. Et deuxième contribution essentielle de Pierre Guillaumat, c'est une inventivité en matière financière, budgétaire et comptable qui fait l'admiration des fonctionnaires que je suis. L'argent est pris partout, EDF, armée, industrie, disparaît dans des comptes, des sous-comptes, etc. Je pense que les gens des commissions du budget des parlements ne devaient pas y retrouver grand-chose, qui était sans doute le but. Et d'autre part, l'argent arrivait. Il n'est plus, il est, je crois, ministre de la Défense ou encore chargé de la recherche scientifique lors d'une réunion du comité de l'énergie atomique en 1960, avec des nouveaux développements qui s'annoncent dans la loi de programme 60-64. Quelqu'un dit, mais oulala, ça va coûter très cher tout ça. Pierre Guillaumat répond, l'argent n'est pas un problème. Monsieur le directeur, je pense que vous souhaiteriez que ce soit tous comme ça. Bon. Je vous remercie. Polytechnique, plus la volonté jalouse d'indépendance nationale, erga omnes. C'est déjà apparu tout à l'heure, mais je dis bien erga omnes, évidemment, les Anglais et les Américains. Plus l'expérience très concrète de la clandestinité et l'inventivité administrative qui en a découlé, ça a été, à mon sens, sa formule gagnante. Bon, j'ai à peu près respecté mon temps de parole et je donne maintenant la parole à M. Guelzenikov. Je le remercie. Bien, bah écoutez, merci Monsieur le Professeur pour cette, je dirais pratiquement vous avez tout dit, donc, mais comme la répétition c'est l'art de la pédagogie ou l'inverse. Alors d'abord, effectivement, en tant que directeur des applications militaires du CEA, je dirais depuis pratiquement 2 ans et demi, donc, et puis ayant fait mes classes dans cette DAM depuis 1974, donc je suis très heureux de participer à cette table ronde et je crois que l'idée du colloque de l'appeler l'esprit de résistance et les débuts du CEA me renvoie effectivement à mes jeunes années. Quand je suis rentré dans cette maison, puisque c'est comme ça qu'on la voit, donc on était en pleine guerre froide. Alors c'était évidemment une guerre d'un autre type que celle qui l'avait précédée, mais le facteur commun et qui nous rassemble aujourd'hui réside dans le rôle qui a été attribué à l'arme nucléaire. Donc, dans le premier cas, donc, l'arme nucléaire, ça a été rappelé tout à l'heure, a permis de mettre un terme le plus rapidement possible donc, à la guerre en 1945. Dans le moment où je suis rentré au CEA, donc, c'était devenu un facteur de paix et un élément fondamental pour la stabilité à l'échelle internationale. Alors, autant dire que l'esprit qui avait animé nos aînés au sein de la France libre nous animait également quand je suis rentré dans cet établissement et dans des circonstances bien sûr très différentes, mais nous avions,
c'est le témoignage que je peux apporter aujourd'hui et qui continue. Nous avions toujours la volonté de donner à notre pays les garanties de sa propre survie. Ça a été bien indiqué par Dominique Mongin tout à l'heure. Donc, en entrant dans cette direction, j'ai eu la conscience qu'on passait le relais entre nos aïeux qui étaient impliqués dans l'effort de guerre et ceux qui désormais œuvraient au quotidien pour la dissuasion nucléaire. Alors on l'a rappelé et je dirais ça reste très prégnant dans notre organisme, le plus jamais ça qui était le leitmotiv de la résistance pendant la guerre. C'est aussi les termes qui ont présidé à la création du commissariat à l'énergie atomique par le général de Gaulle en octobre 1945. Et puis, comme le rappelait le professeur tout à l'heure, qui a conduit au lancement secret du programme nucléaire de défense français 9 ans plus tard par Pierre Mendès France. Donc c'était prégnant dans l'esprit des premiers patrons de la composante nucléaire du CEA, qui était, il a été rappelé, souvent issu de la résistance. Et puis la pratique du secret de la résistance, finalement, au moins dans les premiers temps du commissariat, et peut-être un peu plus tard, parce que quand je suis rentré dans cet organisme, je n'avais pas le droit de dire à ma famille où je travaillais, mais donc, eh bien, c'est ce caractère secret qui a prévalu jusqu'à, je dirais, qui prévaut encore pour éviter la prolifération. Et puis, on a également est imprégné d'une très forte détermination pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés et qui sont les objectifs qui permettent la sauvegarde de la nation pour le cas où on aurait à le faire. Alors, ça, je dirais, ce colloque m'a imposé un exercice de mémoire, parce que je veux dire, on ne revient pas toujours sur le début de notre organisme. Et donc, dans cet exercice de mémoire, il est apparu et il vient d'être dit que la figure incontestable pour le nucléaire de défense était celle de Pierre Guillaumat et son rôle en tant qu'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique entre 1951 et 1958. On voit, alors c'est peut-être ce qu'on peut souhaiter pour son successeur, qu'il a été ensuite le premier ministre des armées du général de Gaulle, donc c'est ce que je souhaite pour Daniel Ververde, qui a pris ce poste il y a quelques années. Alors je ne vais pas revenir sur ce qui a été très bien dit sur l'origine sociale de Pierre Guillaumat et son rôle dans tout ce qui était secret, et je vais plutôt parler de ce qui était son rôle relativement au nucléaire de défense. Alors c'est vrai que dans la France libre, il a fait la connaissance d'André Pellabon, qui a été le futur directeur de cabinet de Pierre Mendès France. Donc on voit qu'on a la liaison par rapport aux décisions qui ont été prises après. Et plus particulièrement, il a connu le colonel Albert Buchalet, qui est devenu colonel à l'époque, qu'il a recruté en 1955 en tant que chef du bureau d'études générales, le BEG. Alors le BEG, vous l'avez rappelé, professeur, c'est l'ancêtre de la direction des applications militaires du CEA, donc qui est en charge de concevoir, produire et maintenir en conditions opérationnelles les armes nucléaires de la France. Alors en janvier 1955, si on reprend la note de service de Pierre Guillaumat, donc, qui a créé une nouvelle entité au sein du commissariat, assez sibylline, il est créé un bureau d'études générales à la disposition de l'administrateur général pour toute étude d'ordre économique et financier se rapportant à l'utilisation de l'énergie atomique. Ce bureau est administrativement rattaché à la direction de l'administrateur général. Alors bon, c'est vraiment sibyllin, ça correspond à ce qu'on dit également sur les problèmes financiers. Et donc c'est dans le plus grand secret que le BEG devint opérationnel sans que l'objectif réel de sa mission soit dévoilé. Alors finalement, donc, c'est pas de la même manière. Alors on raconte qu'il y a des valises de billets qui, c'est peut-être la méthodologie. Oui, vous me rectifierez si c'est pas le cas, mais c'est au moins la légende qui court dans mon établissement circulait. Et ces valises-là ont permis de créer le premier centre de la Dame à Bruyères-le-Châtel. Je dirais avec l'appui, de ces fonds particuliers. Alors,
On rejoint l'histoire également de la création de la DAM en parlant du professeur Rocard. Donc le professeur Rocard était un professeur à l'École normale supérieure de la rue de Dulme, donc un savant émérite, lui aussi engagé dans la résistance lors de la dernière guerre mondiale. Il y a travaillé d'ailleurs sur la technologie des radars. Et donc le professeur Rocard, qui a été à l'origine de la création du premier centre de la DAM, a mis tout son savoir et son savoir-faire à la disposition du CEA lorsqu'il a été créé. Et en particulier, donc, il a créé quelque chose qui aujourd'hui est très opérationnel de par le monde pour éviter la prolifération par les essais nucléaires. Il a mis en place un réseau de détection nucléaire pour vérifier si tout le monde faisait des essais ou n'en faisait pas. L'actualité je dirais, permet de le vérifier, pas quotidiennement, mais très régulièrement. Donc, le professeur Rocard a été nommé membre du comité à l'énergie atomique en 1951, puis secrétaire et rapporteur du comité des explosifs nucléaires, puisqu'il y a explosion avec le nucléaire, créé en 1954. Et il devint auprès de Pierre Guillaumin un appui scientifique considérable pour le lancement du programme nucléaire de défense français. Alors, une autre figure, bon, c'est vrai que Pierre Guillaumin est la pierre angulaire de la dissuasion et de la création de la DAM au sein du CEA, mais une autre figure très importante est celle de Raoul Dautry, que l'on a vu sur le film tout à l'heure. Donc, Raoul Dautry a été le premier administrateur général du commissariat, après avoir été nommé ministre de la Reconstruction par le général de Gaulle à la Libération. Il a été également ministre de l'Armement entre 1939 et 1940. Le film l'a parfaitement montré. Et en parfaite cohérence avec les engagements des atomiciens de la France libre pendant la guerre, donc Dautry estima que la renaissance de la France, qu'elle soit économique, politique ou stratégique, passait par la reprise le plus rapidement possible des travaux dans le domaine nucléaire. Donc c'est lui qui, avec Joliot-Curie, Frédéric Joliot, fut à l'origine de la création, on peut dire en un temps record, du CEA. Alors, il faut quand même aussi le rappeler, de par le monde, le CEA, c'est le premier organisme civil dédié à l'énergie nucléaire qui a été créé au monde. Alors, quand le général de Gaulle signa le 18 octobre 1945 l'ordonnance créant le CEA, on peut dire qu'il avait tout prévu, puisque dans ces différents articles, donc, on demandait au CEA de poursuivre les recherches en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans les différents domaines, la science, l'industrie et la défense nationale. Alors, le terme est peut-être mis en dernier, mais clairement, ça a été le fait générateur pour les travaux sur la dissuasion, même si ceux-ci ont pris, je dirais, le temps finalement d'avoir les éléments nécessaires pour qu'elles puissent être complètement établies. Donc les travaux ont été menés, on peut dire, tambour battant, dans des temps records. Alors peut-être que la problématique financière et budgétaire était beaucoup plus allégée qu'elle ne l'est actuellement. Et en 1948, on a pu faire diverger la première pile atomique expérimentale, Zoé, au fort de Châtillon. Et on peut dire que cela marque en fait l'étape entre les travaux qui étaient engagés par les savants français avant la guerre et les travaux qu'ils ont menés après la guerre au profit de, je dirais, sur le nucléaire. Alors très vite, on a décidé de se lancer. Et là, c'est la dualité entre ce qui est fait pour la production de matière nucléaire et la production d'électricité dans la création des réacteurs, avec des choix qui ont été débattus, donc le graphite comme modérateur plutôt que l'eau lourde. Ça a été un choix bien débattu et très important. Il a été rappelé aussi que nous travaillons sur des temps longs. Je dirais les armements, c'est sur des dizaines d'années, je dirais plus de 30 ans. Le nucléaire, pareil. Et ce travail-là a pu être bien réalisé grâce aux programmations et le plan qui était concomitant dans les fins des années 50 et début 60.
Et donc c'est le gouvernement d'Antoine Pinay qui a lancé l'effort industriel sur le plan quinquennal de l'énergie atomique et la programmation correspondante décidée par Félix Gaillard, à l'époque secrétaire d'État à la présidence du Conseil, et lui aussi un homme de la résistance. Donc, bon, on pourrait reciter également Jean Monnet qui était associé à ces décisions-là et qui a été le premier commissaire général au plan. Donc un effort industriel extrêmement important et un plan quinquennal donc lancé sur l'énergie atomique et voté par le Parlement en 1952. Donc ça a lancé la phase industrielle de l'énergie nucléaire en France. Donc un plan doté de 40 milliards de francs, donc un plan très conséquent et qui a prévu, je dirais dans un premier temps, ce qui est important, c'est de produire de la matière nucléaire, et donc le lancement de la filière uranium naturel graphite gaz qui était décidé en termes de type de formule, a permis d'être capable rapidement de produire de la matière nucléaire, matière qui est la source obligatoire pour la production des armes nucléaires. Donc on a lancé les 3 générateurs G1, G2, G3, dont G pour graphite, et D56, donc le premier réacteur divergeait et commençait à produire ses premiers kilos de plutonium. L'ordre de grandeur était de 10 kilos de plutonium par an. Quand on voit les travaux qui sont faits actuellement au niveau de la Corée du Nord, on voit qu'ils suivent avec 50 ans de décalage la voie que la France avait suivie à cette époque. Alors, début des années 50, et quand il n'y avait pas d'affichage politique sur les applications militaires, mais le plan qui avait été lancé pour la production de matières fissiles permettait d'avoir des stocks suffisants pour commencer à bien entrevoir ce que l'on allait faire côté des armements nucléaires de la France. Alors, en 1954, a été créé le Bureau d'études générales, et donc qui a marqué en fait le lancement du programme militaire, alors pas réellement au niveau du CEA, mais dans cet organisme qui fonctionnait un peu à part, composé principalement de personnes venant du ministère des Armées de l'époque, qui ont été pris dans différentes unités pour composer ce bureau. En 1955, un décret a décidé la mise en œuvre d'un plan de développement des applications militaires de l'énergie atomique, doté de 100 milliards de francs. On voit que l'investissement de l'État était très conséquent et qu'il y avait une véritable volonté, puisque c'était plus de 2 fois plus que ce qui avait été lancé pour l'énergie nucléaire. Et donc, sous la présidence d'Edgar Faure, donc un décret secret a accompagné ce plan et je dirais dès le départ a décidé de l'organisation qu'il fallait mettre en place entre les armées et le CEA pour travailler au profit de la dissuasion ou des armements nucléaires français. Et pour ces créations-là, ce sont les différents ministres issus de la France libre qui se sont entendus et qui ont largement contribué à son élaboration. Alors, l'idée de programmation qui a prévalu, finalement, a été bien reprise par le général de Gaulle en 1960 pour porter l'effort de défense français et, en premier lieu, le travail qui était fait sur la force de dissuasion. Donc, on voit ce qu'on retrouve également aujourd'hui dans le travail qui est fait sur les armements nucléaires, une continuité au niveau de l'État français sur les décisions qui sont prises et qui ont permis en fait la réussite complète de ce programme. Alors en 1958, Félix Gaillard a décidé de lancer la première expérimentation nucléaire française, donc sur un calendrier de la fixer au premier trimestre de 1960, donc décision qui a été reprise dès son arrivée au pouvoir par le général de Gaulle. Donc là aussi, on a bouclé la boucle sur le nucléaire de défense. Bon, et je rappelle que nous avons réussi en février 60 à expérimenter avec succès cette première expérience d'une charge nucléaire. Alors, deux personnes majeures, Guillaume et Dautry,
il y a quand même d'autres noms qui sont à l'origine et très moteurs dans le travail qui a été fait et issu de la résistance. Jules Guéron, qui a été cité préalablement, et également Robert Gallet, qui s'est engagé dans les forces françaises libres en juillet 1940. Robert Gallet a été entré au commissariat à l'énergie atomique en 1955. Il a été chargé des travaux sur les matières nucléaires, le plutonium à Marcoule et l'uranium hautement enrichi à Pierrelatte. Et puis après, il a suivi une carrière ministérielle en charge des affaires nucléaires, puis ministre des Armées à plusieurs reprises. Donc on voit, on a des continuités très importantes dans ce domaine de la résistance jusqu'au travail au niveau du CEA et après dans un cadre plus élargi, soit pour l'énergie nucléaire, soit pour la défense de notre pays. Alors je conclurai comme je l'ai commencé, donc il y a un esprit de résistance qui nous a animés et qui a inspiré les premiers moments du commissariat à l'énergie atomique. Je crois également, comme il a été précisé au début, c'est également un esprit très marqué au profit de la défense. C'est le mot également qui me vient. Et donc, ça nous a insufflé quelque chose au départ. Je peux vous témoigner du fait que ça, je dirais aussi, ça a un esprit qui est insufflé auprès des gens qui aujourd'hui, tant au CEA que dans le reste de la dissuasion nationale, travaillent au quotidien pour la défense de notre pays. Nous remercions beaucoup, monsieur. Non, je vais donner la parole, mais je voulais vous remercier. Remercier beaucoup, monsieur Gaeznikov, pour un exposé extrêmement riche, parfaitement clair, tout à fait topique dans le contexte de notre colloque, avec en plus une horloge atomique qui, je pense, fonctionne au commissariat, certainement très bonne qualité. Merci encore, c'était tout à fait passionnant, monsieur. Et je donne maintenant la parole à monsieur Patrick Boureille, cher ami Alice. Monsieur le professeur, cher maître, grand merci. L'avantage de passer après de ces brillants intervenants, c'est que le papier que j'avais constitué, qui était un peu gigantesque, eh bien, a été complètement détaré et se retrouve parfaitement opérationnel et miniaturisé surtout. Donc j'espère tenir dans le délai qui m'est imparti d'une communication que j'ai intitulée « Des moyens et des hommes au service de l'indépendance nationale ». Et c'est effectivement ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous sommes en 1945 dans un pays dont la population a quelque part dans son intellect la mémoire d'un fait très simple, c'est que durant les 130 dernières années, le pays a été envahi 5 fois, anéanti 4. À partir de là, la sanctuarisation du territoire national, ça paraît une évidence et une nécessité absolue. Eh bien, la libération s'est accompagnée non seulement du constat de la ruine matérielle et de la ruine financière du pays, mais aussi de la prise de conscience d'un retard technologique et scientifique très considérable accumulé tant vis-à-vis des ennemis potentiels, comme l'Union soviétique, que vis-à-vis des alliés, notamment anglo-saxons. Lorsqu'il termine sa note sur la bombe à uranium, qu'il va publier dans le mémorial de l'artillerie française en juillet 1945, autrement dit avant l'explosion atomique d'Hiroshima, le lieutenant-colonel Sabatier, qui appartient au service technique de l'armée de terre, écrit la chose suivante, déplorant ce retard. Je le cite. « La douloureuse hypothèque, c'est qu'en France, depuis 1940, aucun travail sur la question atomique n'a pu être continué, tandis que partout ailleurs, d'âpres recherches ont été poursuivies avec acharnement. » Fin de citation. C'est une hypothèque d'autant plus lourde que, je le cite à nouveau, 6 ans de temps de paix pour des pays disposant de tous les moyens, les savants, les chercheurs, les ressources, les matériaux, l'argent, correspondent largement à une génération de recherche de temps de paix. Fin de citation. Alors depuis juin 1940, la restauration de la souveraineté nationale est la raison d'être
de la France libre. Depuis juillet 1944, la maîtrise et le développement d'un armement atomique est une des priorités absolues du gouvernement provisoire de la République française. C'est une évidence. Mutatis mutandis, d'ailleurs, on pourrait dire que ces deux objectifs n'ont pas cessé de quitter les préoccupations des différents gouvernements depuis plus de 7 décennies. Et dans cette courte communication, je voudrais illustrer cette particularité, cette mobilisation de l'esprit de résistance au service de l'indépendance nationale dans les 2 premières décennies d'existence du commissariat à l'énergie atomique. 2 parties. La première, je la consacrerai, parce que je trouve qu'on n'a pas souvent insisté là-dessus, sur cette hantise de la maîtrise des matières premières. On a parlé tout à l'heure d'uranium naturel et on a parlé d'eau lourde, de deutérium, H3O en quelque sorte. Et il faut insister sur cette hantise de la maîtrise des matières premières. Alors, une mission, des moyens. On reconnaît là une forte parole qui est généralement d'essence militaire, qui prend tout son sens dans les premiers temps d'existence du CEA, où il s'agit effectivement de concentrer des budgets, des compétences scientifiques, des compétences technologiques, surtout des moyens matériels. Et effectivement, en l'état des connaissances scientifiques de 1940, le minerai d'uranium et le deutérium constituent 2 éléments indispensables à la création d'une pile atomique. Alors, quels sont les stocks dont on dispose à la Libération? On en a parlé tout à l'heure. Les 8 tonnes qui ont pu être acquis auprès de l'Union minière du Haut-Katanga et qui ont été cachés par l'Office des phosphates au Maroc dans une mine désaffectée pendant toute la guerre. On peut ajouter à cela, curieusement, un wagon d'uranate impur qui avait été oublié en gare du Havre et qui y a passé toute la guerre. Ce wagon d'uranate représente à lui seul 3 tonnes d'oxyde d'uranium sur lesquelles l'occupant n'a même pas mis la main. Dieu merci. Mais c'est d'autant moins qu'à la fin de la guerre, les États-Unis ont conclu avec le gouvernement belge une série d'accords et de conventions qui permettent la mainmise américaine sur la production du gisement de Sinkolobwe au Congo. Et c'est d'autant moins que l'autre seule grande source d'uranium que l'on connaît à l'époque se trouve en Tchécoslovaquie, à Joachimsthal, Yakimov aujourd'hui, et qu'à cette époque-là, ce sont les troupes soviétiques qui y campent. Autrement dit, c'est tout à fait hors de portée des chercheurs français. Alors, on décide de créer un service des recherches et exploitations minières, ce qu'au sein du CEA, on a longtemps appelé les REM, dont les personnels vont allier intelligence et débrouillardise, à défaut de moyens matériels, pour essayer de récupérer et de repérer un certain nombre de potentielles productions uranifères sur le territoire national et dans l'outre-mer. Alors, ce sont des curiosités géologiques, c'est l'autunite dans le Morvan, ça donnera Saint-Symphorien de Marmagne, c'est la chalcolite dans le Forez, ce sont les niobotantalates des hauts plateaux de Madagascar. Il s'agit effectivement de voir à quel point cela peut être industrialisé. Et ces REM ayant été créés, faisant suite à une commission du CNRS qui avait été chargée de l'étude des ressources minérales de la France, commission du CNRS créée le 11 décembre 1944, quand le directeur du CNRS était tout à fait par hasard, un dénommé Frédéric Joliot-Curie. On retrouvera toujours les mêmes. Eh bien, il s'agit de trouver un chef à ces REM. Et on se tourne vers Raoul Dautry. Raoul Dautry, à ce moment-là, contacte le service des mines, qui l'envoie en direction d'un dénommé André Savornin. Alors, qui est André Savornin? C'est un médaillé de la Résistance, c'est un héros de la Résistance, c'est un gaulliste convaincu, c'est aussi ce que l'on appellerait un Africain, puisqu'il travaille à cette époque-là et depuis de très nombreuses années au Gabon pour le syndicat d'études et de la recherche pétrolière, qui est dirigé par Pierre Guillaumat. Et on retrouve à nouveau une filiation. Rien n'est laissé au hasard, j'en suis intimement persuadé dès ce départ. Et André Savornin va avoir un rôle très bref, puisqu'il va quitter son poste en claquant la porte en 1948, mais extrêmement déterminant. Il aura 2 actions qui vont être fondamentales. Avant même la création du CEA, le 2 octobre 1945, il va créer l'école de prospection de ce qui sera le CEA, tout simplement dans les locaux du Muséum d'histoire naturelle.
Cette école va devenir le centre international d'enseignement, de prospection et de valorisation des minerais radioactifs qui s'installera à la Crouzille en 1955. Deuxième chose, beaucoup plus pragmatique, et c'est là qu'on voit le résistant, le héros et le baroudeur, il va mettre au point un système que lui-même appelle des commandos de prospection en France et en Outre-mer. Et ils vont être tripartites, ces commandos. Il y aura certes, évidemment, des géologues, il y aura des minéralogistes, c'est évident, mais il va leur adjoindre, notamment en Afrique, toute cette mouvance issue de la France libre africaine qui avait rallié le général de Gaulle très tôt. Et cet effort aboutit en 1948, alors de manière très ponctuelle, nous n'avons encore que 10 tonnes d'uranium récupérées, mais cela met en place ce qui va permettre aux successeurs de André Savornin, à savoir Marcel Roubaud, d'engranger succès sur succès, et cette inquiétude, cette hantise concernant l'uranium qui était très présente en 1946 parce qu'on craignait une pénurie orchestrée par nos alliés, eh bien, très rapidement va s'effacer, et en 1957-58, lorsqu'on va faire bientôt les découvertes du Niger, le chiffre mythique des 10 000 tonnes d'uranium nécessaires pour mener à bien le programme sera largement atteint. Joyo Curie disait « 2000 prospecteurs qui balayeraient systématiquement notre sol en métropole du Pas-de-Calais jusqu'aux Pyrénées en le passant au centimètre carré au compteur Gégère », eh bien, sera effectivement réalisé. L'eau lourde, on a eu tout à l'heure la projection de quelques minutes de la bataille de l'eau lourde. Eh bien, on retrouve Jacques Allier. Jacques Allier qui remet un rapport, nous sommes en décembre 1944, à Raoul Dautry sur l'eau lourde. 29 mars, la veille, Jacques Allier et Frédéric Joliot-Curie se sont concertés. Eh bien, le 29 mars, Raoul Dautry remet un aide-mémoire au général de Gaulle, développant un programme de recherche nécessitant l'eau lourde. Et Jacques Allier est envoyé en mission à Londres, auprès du président du Conseil norvégien, Nygaardsvold, pour négocier avec tout pouvoir la possibilité pour la France de recourir à l'industrie électrochimique norvégienne. Cet accord va être mené, et le 5 août, il y a 5 tonnes d'eau lourde qui sont cédées par la Norvège à la France. De 45 à 55, 100 tonnes d'eau lourde norvégienne vont être cédées à la France, qui permettra d'arriver de mener à bien son programme. Autrement dit, là aussi, par effort et travail avec un gouvernement étranger qui se situait dans des situations identiques, réfugiés à Londres, son territoire envahi, et qui, mais ce n'est pas le propos ici, il y aura des projets atomiques franco-norvégiens dans l'immédiate après-guerre, marquent un certain point de convergence. Deuxième aspect, très rapidement, l'impérium des Français libres dans la filière nucléaire. Imperium n'est pas véritablement excessif, tant vous allez voir, ils sont nombreux à être passés dans la filière nucléaire à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors si on regarde les gens qui rejoignent le CEA, une première constatation, et je l'avais pensé tout à fait au départ en faisant ma thèse, j'avais étudié les officiers de marine. Et ces officiers de marine, en 1943, avaient été majoritairement placés par la direction du personnel, l'amiral Bléau, dans des écoles supérieures. Ils étaient redevenus élèves. Et on en retrouve un nombre conséquent, par exemple, une soixantaine, par exemple, qui sont à l'école supérieure d'électricité. On les retrouve à l'Institut Polytechnique de Grenoble. On les retrouve au CNRS. Mais il faut bien dire que sur cette soixantaine, il n'y en aura qu'un, l'ingénieur mécanicien de seconde classe, André Hertault, qui va intégrer le CEA. Parcours extrêmement intéressant que celui d'André Hertault, puisqu'il travaillait déjà au Collège de France auprès de Louis de Broglie en 1943-1945. Il va faire partie des missions en Allemagne de récupération du côté d'Eigerlohr et de Teflingen d'un certain nombre de matériels sur des atomistes allemands, un certain nombre d'atomistes eux-mêmes. Cette mission qu'il appelait dans sa correspondance « mission de recueil des objets hétéroclites », fermez les guillemets, eh bien, qui va être extrêmement utile pour l'effort français. Et je serais tout à fait enclin, si on voulait bien me donner l'autorisation, à poursuivre mes études sur André Hertault. Parce que c'est un personnage passionnant, qui mériterait d'être mis en valeur. Merci, monsieur le professeur.
Alors, vont le rejoindre après d'autres personnes, mais qui seront mis en situation hors cadre par la marine, notamment l'ingénieur en chef du génie maritime André Lescope, qui fera d'ailleurs l'intérim entre Raoul Dautry et son successeur, mais aussi des capitaines de vaisseaux Téréné ou Goua qui vont rejoindre eux aussi les REM. En revanche, les officiers supérieurs et généraux que l'on retrouve dans l'histoire nucléaire, marqués par la résistance, on peut en citer 2 exemples, mais parmi bien d'autres, c'est un choix parfaitement arbitraire, mais pour montrer la palette. Alors, on a parlé tout à l'heure de Darius Paul Bloch, héros de la résistance sous le nom de Dassault. C'est le frère de l'avionneur. Je ne reviens pas sur sa période résistante, mais avant même la création du CEA, il a été placé à la tête d'un comité, du comité de coordination de la recherche scientifique de la défense nationale, le CCRSDN. Et à ce titre-là, il est membre du conseil d'administration du commissariat à l'énergie atomique. Il bénéficie, là aussi ça va répondre à une question tout à l'heure, le 8 octobre 1945, d'un exposé pour le sensibiliser à la faisabilité d'une arme atomique. Qui lui fait cet exposé? Frédéric Joliot-Curie lui-même. Le CEA n'est même pas encore créé, je rappelle. À l'instar de la position du gouvernement, qui sera prononcée à la tribune des Nations Unies par Alexandre Parodi et Frédéric Joliot-Curie en mars 1946, Darius Paul Bloch Dassault a cette formule, lui, le général de l'armée de terre, il dit « La France, en raison de sa faible superficie et de sa centralisation, a évidemment tout intérêt à voir interdire l'emploi de la bombe atomique. Cependant, il n'est nullement impossible qu'une ou plusieurs nations ne s'inclinent pas devant le vœu d'interdiction de l'arme atomique, et la France a le devoir d'envisager toute éventualité. » À l'autre extrême, on pourrait citer le cas de Charles Ayret, qui effectivement est lui aussi membre de l'organisation de résistance de l'armée en 1942, qui sera le commandant des armes spéciales de l'armée de terre en 1951, le commandant interarmé des armes spéciales en 1957, qui poussera et aboutira à l'essai Gerboise bleue de Reagan le 13 février 1960 dans le sud Sahara algérien, et qui sera aussi chef d'état-major des armées et à qui on attribue l'écriture de cette position de la défense nucléaire française tous azimuts. Pierre Guillaumat, je passe, mais derrière Pierre Guillaumat, il ne faut pas perdre de vue que d'autres noms, très rapidement. Dans les hauts cadres administratifs, nous retrouvons des gens comme Yves de Daruvar, qui est un ancien du régiment de marche du Tchad, qui a rejoint le CEA en 1963. On va retrouver aussi André Kellen, un ancien du 5e bataillon de marche du Cameroun. Robert Gallet, on en a parlé juste un instant, qui est un ancien du 501e régiment de chars de combat et de la 2e DB. Yves Rocard, membre du réseau Corse, Asturie et du service technique des constructions et armes navales de la France libre, mais aussi André Volvet, un autre ancien des forces françaises libres qui va diriger l'usine de Pierre-Latte de 1959 à 1973, autrement dit de sa création jusqu'à l'époque où elle va fonctionner à plein régime, et qui va représenter après le CEA en Polynésie de 73 à 76, mais aussi Jean Crépin, ancien commandant de l'artillerie de la 2e DB qui va coordonner les applications militaires du CEA. Donc ils sont excessivement nombreux, et on pourrait rajouter des résistants de l'intérieur comme Jean Gemaling, qui était l'un des principaux membres du réseau Combat, qui va finir sous-directeur des matériels et des combustibles nucléaires, et même ce que je pourrais appeler un quasi-français libre, à savoir Yves Laprairie, qui va rejoindre les FNFL, la frégate à découverte, mais juste quelques jours après la clôture des enrôlements dans les forces françaises libres. Enfin, ça va être, il va rejoindre Londres, mais ça va être un peu plus compliqué pour son affiliation. Il y a des politiques, Maurice Bourgès-Monory, il n'est pas besoin d'en parler, ou Félix Gaillard. Ces itinéraires sont donc différents, mais ils montrent à quel point l'esprit de résistance a pu innerver le projet atomique national dans l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale. Je terminerai par une citation d'un résistant éminent de cette époque, qui fut homme politique, à savoir Jacques Chaban-Delmas. Quand vous prenez les Mémoires pour demain de Jacques Chaban-Delmas, et qu'il explique la motivation qui a été la sienne pour l'indépendance nationale fondée sur l'armement nucléaire. La motivation, elle est simple.
il a rencontré Eisenhower au moment où celui-ci quittait le poste de SACEUR pour devenir candidat aux élections présidentielles américaines. Et très clairement, il en est sorti affreusement déçu quant à la volonté d'Eisenhower d'utiliser, en cas de confrontation avec l'Union soviétique, l'arme atomique pour la défense de l'Europe. Il en était affreusement déçu, Eisenhower ayant dit la chose suivante: « Ne trouvez-vous donc pas que j'ai d'ores et déjà fait tuer trop de monde pour libérer l'Europe ?» Point d'interrogation, fermez les guillemets. Eh bien, Chaban-Delmas est dès lors convaincu de la nécessité de pousser à la bombe, et il écrit donc, et ce sera ma conclusion: « En fait, ma carrière ministérielle sous la 4e République a été de bout en bout guidée par mon souci de surveiller ma bombe. Je ne suis entré au gouvernement Mendès qu'à la condition que soit poursuivi le programme de recherche sur l'arme atomique. J'ai accepté le poste de ministre d'État chez Guy Mollet afin de pouvoir veiller au grain. Et si j'ai déclaré à Félix Gaillard, en train de former son gouvernement, qu'il me paraissait de mon devoir d'y détenir le portefeuille de la défense nationale, c'était pour pouvoir encourager davantage encore l'ardeur de tous ceux qui travaillaient au projet. La fabrication de la bombe A est le service le plus mesurable que j'ai pu rendre à la France. » Fin de citation. Ces effets perdurent encore. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce panorama a été parfaitement bien dans notre session. Et merci encore. Je donne maintenant la parole à Monsieur Guinel. Je vous en prie. Merci, professeur. Je passe, après des orateurs qui m'ont permis de couper in vivo dans mon propre texte, en direct. Donc, il y a une chose au moins dont je suis sûr, c'est que je devrais tenir le temps. Alors, moi j'ai travaillé sur l'histoire de l'arme atomique française et également sur la période contemporaine, comme un journaliste, ni comme un scientifique, ni comme un historien, mais comme quelqu'un qui cherche à décoder, à comprendre. Et ce que j'ai compris extrêmement vite, c'est que l'histoire de la bombe française est intimement liée à l'idée que le général de Gaulle se fait de l'État et de la France, mise en œuvre dès les débuts de sa résistance à l'invasion et à la France libre. De Gaulle tient à l'indépendance de la France et à sa capacité autonome à ne pas subir de nouvelles invasions. La révolution introduite par les tirs nucléaires contre le Japon le conduit à faire figurer la création du CEA parmi ses priorités. C'est chose faite dès la fin de la guerre, et le 12 octobre 1945, dans une conférence de presse, il déclare: quant à la bombe atomique, il feint de laisser croire que ce n'est pas pour la France, ou en tout cas qu'elle ne s'y intéresse pas directement. Mais il déclare dans cette conférence de presse: quant à la bombe atomique, je ne suis pas convaincu que l'on ait à l'employer à très bref délai dans ce monde. En tout cas, le gouvernement français ne perd pas de vue cette question qui est très grave pour le monde entier et dont les conséquences sont évidemment immenses. Cette bombe a abrégé la guerre. Pour le moment, c'est une justice à lui rendre. Nous avons maintenant à faire en sorte qu'elle ne devienne pas un cataclysme. On sait qu'après qu'il aura quitté une première fois le pouvoir, la gestation de l'arme nucléaire sera prise en charge par la 4e République, sans jamais, avec des péripéties, avec des épisodes, avec des hauts et des bas, mais sans jamais faillir. Les gouvernements radicaux comme celui de Félix Gaillard et de Pierre Mendès France, ou socialistes comme celui de Guy Mollet, prendront le relais durant la décennie suivante. Les rênes de la course française seront confiés à des responsables civils plutôt qu'aux militaires, qui n'en perçoivent pas souvent, pas toujours l'intérêt. Le mot est faible. Alors, j'avais choisi aussi de parler de Pierre Guillaumat, mais je vais évoquer un élément qui n'a pas été abordé, heureusement. C'est les raisons qu'il a données pour son intérêt pour les questions énergétiques. En réalité, elles tiennent à la Première Guerre mondiale. Il est le fils du général Louis-Adolphe Guillaumat, qui était le chef du cabinet du ministre de la Guerre en 1914, commandant en chef des armées d'Orient en 1917. En 1918, Pierre Guillaumat a 9 ans. Et il deviendra, son père, Louis-Adolphe, deviendra lui-même en 1926 ministre de la Guerre du gouvernement d'Aristide Briand. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, de quoi parle son père? De pétrole.
Plus précisément, de la supplication à laquelle Georges Clemenceau avait dû se livrer en 1918 pour obtenir de l'essence américaine pour poursuivre la guerre. La paix de Brest-Litovsk avait été signée le 3 mars 1918 entre Lénine et les Allemands, et les Alliés allaient devoir affronter des troupes jusqu'alors engagées sur le front russe. C'est à ce moment que la puissante Standard Oil américaine choisit d'interrompre les livraisons d'essence à la France. Elle estime qu'après l'effondrement de l'Empire ottoman, les Britanniques, qui disposent des ressources pétrolières de Mésopotamie, le futur Irak, sont désormais responsables de l'approvisionnement en carburant des Français. Pierre Guillaumat comprend alors, expliquera-t-il plus tard, qu'une nation digne de ce nom se doit de procéder ses propres ressources énergétiques. En bon polytechnicien et ingénieur des mines, il fit de la solution de ce problème complexe énergétique l'œuvre de sa vie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il se trouve en Afrique du Nord, où il est dans les services de renseignement, et à la fin de la guerre, il est directeur des carburants, le DICA, dès la fin de 1944. Tout est à faire. La France, qui ne possède pas davantage d'accès au pétrole qu'avant-guerre, n'a en outre plus de raffineries, toutes détruites, ni même de pétroliers. Dès l'année suivante, Guillaumat présente au général de Gaulle un plan stratégique visant à faire cesser la dépendance française vis-à-vis des grands monopoles pétroliers anglo-américains. Un tel discours ne pouvait que plaire au général, qui fait sienne les propositions de Guillaumat. Le fruit de cette volonté sera le bureau de recherche pétrolière, créé en octobre 1945, que Guillaumat dirigera jusqu'en 1958. Pour Guillaumat, la première partie de sa tâche est accomplie. Cet ingénieur modèle du technocrate français est bien un homme providentiel, car il avait également pensé à l'atome, préparant non seulement la France à posséder la bombe atomique, mais aussi à l'énergie nucléaire civile. Tout en poursuivant les activités pétrolières, il est devenu à partir de 1951 patron du CEA. Il devient le véritable patron du nucléaire français. À ses côtés, il commence à former une armée d'ingénieurs à cheval entre la défense et l'industrie, toute puissante, et qu'on appellera les nucléocrates, où on retrouve André Giraud, Georges Besse, Michel Pecker et plus tard Jean Sirota. Dès 1954, ils remportent leur première victoire. Pierre Mendès France donne son accord à la création d'un comité des explosifs nucléaires et d'un centre d'études. C'est donc Guillaumat, sous la 4e République, qui prépara secrètement la bombe française et organisa les efforts. Simultanément, cet homme décidément indispensable présidera aussi les destinées d'EDF, sera ministre des Armées en juin 1958, mais il n'est là en fait que pour la bombe. Il se révélera peu intéressé par les autres aspects de ce poste, pourtant éminent en pleine guerre d'Algérie, qu'il occupera jusqu'en février 1960. Avant de devenir ministre délégué chargé de l'énergie atomique, de la recherche et de la fonction publique jusqu'en 1962. On oubliera ici l'épisode cruel des avions renifleurs à la fin de sa carrière. 1956, c'est une année cruciale pour la bombe française. C'est l'année de la crise de Suez. Elle va constituer, parmi d'autres, un élément déclencheur. La France et la Grande-Bretagne ont lancé en novembre 1956 une expédition militaire aventureuse pour reprendre le canal de Suez nationalisé par le président égyptien Nasser. Moscou menace de lancer des fusées atomiques pour les en déloger. Il s'agit en réalité d'un bluff éhonté, et les pressions économiques de Washington sur Londres joueront un rôle autrement plus important pour que les troupes françaises et britanniques repartent sans gloire. À la fin de cet incident, des initiatives secrètes vont se multiplier. Le jour même où Londres et Paris décident d'arrêter les frais, le 6 novembre, le président du Conseil, Guy Mollet, adresse une proposition secrète de coopération nucléaire militaire aux Allemands. Le 30 novembre 1956, la décision est prise d'accélérer le programme nucléaire français, et la semaine suivante, le comité des applications militaires de l'énergie atomique est créé au sein du CEA, sans que son décret de création soit jamais publié au journal officiel. Il ne faudra pas attendre une semaine pour lancer la fabrication du premier bombardier stratégique et premier vecteur nucléaire français, le Mirage 4. Les dirigeants de la 4e République vont donc prendre une direction inattendue dans le plus grand secret. Sans jamais cesser de travailler sur une bombe spécifiquement française, ils vont voir beaucoup plus loin. Aussi curieux que cela puisse paraître, ils envisagent sérieusement une bombe européenne avec l'Allemagne et l'Italie, les anciennes puissances de l'Axe dont la défaite avait seulement 11 ans, alors même que le projet de communauté européenne de défense avait avorté 4 ans plus tôt. On a évoqué Chaban-Delmas, gaulliste parmi les gaullistes, il est alors le représentant du général au gouvernement, ministre des Armées de novembre 1957 à mai 1958.
tout à son affaire sur la guerre d'Algérie et surtout à la préparation du retour du général au pouvoir qui sera effectif le 13 mai. Il ne manque pas de s'intéresser de très près à l'arme nucléaire. Ministre des Armées, donc il signe le 8 avril 1958 avec ses collègues allemands, c'est Franz Josef Strauss, le Taureau de Bavière, et l'italien Emilio Taviani, un accord portant sur le cofinancement de l'usine de séparation isotopique de Pierrelatte. 45% pour la France et pour l'Allemagne, 10% pour l'Italie. Le secret va jusqu'à la dissimulation de cet accord aux Américains. Le Quai d'Orsay souhaitait avertir Washington de la démarche, mais Chaban s'y est opposé. Des voies détournées ont vraisemblablement été empruntées par tel ou tel acteur pour ne pas tenir l'oncle Sam trop à l'écart. Quant au sérieux de l'initiative franco-germano-italienne, il ne fait pas de doute, pas davantage que sa finalité. Et donc, les signataires vont loin, puisque l'usine de Pierrelatte commencera à produire que début 1965. Chaban-Delmas a pour l'arme atomique les yeux de Chimène depuis la Libération. La bombe, c'est sa bombe. Je reprends la petite citation plus courte de son livre « Mémoire pour demain », où il explique « Ma carrière ministérielle sous la 4e a été de bout en bout guidée par mon souci de surveiller ma bombe. Charles de Gaulle savait tout cela et appréciait des hauteurs où il cantonnait. » Alors, 35 ans plus tard, je suis allé voir Chaban pour parler justement de cette bombe européenne et je lui ai demandé pourquoi il avait adhéré, pourquoi il avait poussé cette démarche française vers la bombe européenne. Et alors, il m'a dit, excusez-moi, mais je vieillis et j'ai des pertes de mémoire brutales. Et là, je ne me souviens plus de rien. Et puis alors, il a quand même souri un peu et il m'a dit, vous savez, ces choses-là sont très secrètes et doivent le rester. Donc, j'ai considéré qu'il avait une excellente mémoire et qu'il ne voulait pas en parler. Donc, on se trouve effectivement en matière nucléaire au cœur du secret le plus absolu. Il faudra donc près d'un quart de siècle pour que cet accord tripartite soit connu par les travaux des chercheurs du groupe d'études français d'histoire de l'armement nucléaire, le GREFAN, dirigé par l'éminent professeur Weiss, ici présent et que je salue, et qui a permis de révéler les détails, au moins pas tous les détails, mais au moins les grandes lignes de cette opération. Il n'en restera au final que l'usine de Pierrelatte, car dès son retour au pouvoir en 1958, le général donnera un trait de plume sur le projet de cette bombe européenne. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de ces périodes de départ, de cette période qui remonte à 7 décennies et quand on cherche, on retrouve assez simplement les lignes directrices de la politique militaire nucléaire française d'aujourd'hui. Elle est enracinée dans cette réalité historique. On l'appelle la monarchie nucléaire et objectivement, elle perdure depuis ces années. La volonté politique, la volonté des industriels et maintenant des militaires ne s'est jamais démentie depuis toutes ces années. Elle a été placée au cœur des stratégies de chaque président de la République depuis le premier président de la Ve République. Ça a vraiment été un axe de leur politique à tous. Elle demeure le sceptre républicain par excellence. C'est l'illustration, l'arme nucléaire est l'illustration du statut unique du chef de l'État qui incarne cette monarchie nucléaire. C'est une formule d'un homme que nous venons de perdre qui s'appelle Edmond Maire. Et depuis la première élection du chef de l'État au scrutin universel en 1962, chacun des successeurs de Charles de Gaulle l'a fait comprendre à sa façon. Tout le monde n'a pas trouvé la formule magique qu'avait employée François Mitterrand en disant « la dissuasion, c'est moi ». Et Emmanuel Macron cherche à faire aussi passer un message de ce type, mais sous une forme différente, puisque cette année, le 4 juillet, il est allé, premier président à le faire, se faire prendre en photo sur le sous-marin Le Terrible, en plongée, pour moderniser la communication autour de son rôle sur la bombe. Mais naturellement, il n'a pas apporté de percée conceptuelle à ce stade. Son quinquennat ne fait que commencer. Donc, autre caractéristique, le chef de l'État continue de décider tout seul en matière nucléaire. Il n'y a pas d'autre autorité qui prend des décisions. Elles sont certes instruites au sein de l'appareil d'État en relation avec l'industrie, mais les décisions personnelles du chef de l'État engagent le long terme et engagent les armes à longue échéance.
le maintien des deux composantes annoncées par le président très tôt, puisque c'était pendant sa campagne, en est l'illustration. C'est-à-dire il décide, et on peut penser, sauf si ça change, mais enfin il n'y a pas de raison, que cette politique sera celle qui sera celle du pays pendant les 5 années qui viennent. La bombe fait toujours l'objet d'un consensus par défaut, c'est-à-dire on parle beaucoup du consensus, je partage avec d'autres l'opinion que c'est un consensus qui manque de solidité, parce qu'il n'y a pas de débat. Ici, on parle de la dissuasion, de son histoire, de ses acteurs, sauf si je me trompe beaucoup, on se connaît à peu près tous. On ne voit pas de tête nouvelle dans ce milieu. La société civile ne s'intéresse pas au débat. Ce n'est pas une question intellectuelle débattue. C'est pas, alors que pourtant, l'actualité commande qu'on en parle. Mais non, ce n'est pas un sujet. Ça intéresse très peu, j'en sais quelque chose, ça intéresse très peu les journaux, sauf les tirs nord-coréens. Mais bon, quand ça se sera calmé, on n'en parlera plus. Et il y a peu de débats. Les déclarations de personnalités pourtant éminentes comme Michel Rocard, Alain Juppé, Alain Richard, Paul Quillès ou Hervé Morin n'ont pas eu de prise significative sur l'opinion publique. Le débat ne prend pas. Dernière constante, il y en a sûrement d'autres, mais enfin j'ai identifié celle-là, les efforts budgétaires constants ne baissent pas, au contraire, ils sont en croissance. La pérennité, donc la modernisation de l'arme nucléaire, est au cœur des augmentations budgétaires annoncées pour les 5 années qui viennent. On verra ce qu'en diront la revue stratégique dont la publication est imminente et la prochaine loi de programmation militaire. Enfin, une chose est sûre, l'augmentation des budgets annoncés par le président de la République pour la durée de son quinquennat et un peu au-delà est liée à la modernisation de l'armement nucléaire, pour une très large part. Je conclus en disant que depuis la résistance puis la libération, l'intransigeance, sinon l'obsession des dirigeants politiques et scientifiques, puis militaires, ne s'est jamais démentie sur la question nucléaire. Au nom de la garantie, ils font ça au nom de la garantie ultime de la sécurité et de la souveraineté de notre pays. Messieurs, mesdames, je vous remercie. Merci infiniment, monsieur. C'était parfait. Ça, je pense, terminait parfaitement cette série d'exposés. C'était tout à fait utile, y compris des précisions sur Chaban-Delmas, bien enregistrées. Alors, je reste un temps court, enfin quand même congru pour des questions. Je voudrais que ce soit des questions. Levez bien le bras, parce que alors, je vais, pour lancer la chose, juste préciser sur un point. Le fameux projet européen, c'était en fait un projet d'usine isotopique européenne pour fabriquer, bien sûr, de l'uranium enrichi, donc à finalité également militaire. Mais attention, la France aurait conservé le contrôle du programme par des moyens que je ne vais pas exposer, on n'a pas le temps. Il y avait un intérêt, nous sommes en 1956, il y avait un intérêt, c'est disposer du potentiel industriel, scientifique, technique et financier aussi de l'Allemagne, et également du potentiel italien qui est moins négligeable qu'on aurait tendance à le penser. Je ne suis pas absolument certain que les premiers kilos de plutonium de la bombe de Reagan n'aient pas été en fait d'origine italienne. Mais enfin, ça restera entre nous à la suite de conversations. Enfin, bon. Maintenant, vous avez eu le temps de poser des questions après ce choc culturel. Oui, je vous en prie, présentez-vous. Le micro, s'il vous plaît, pour monsieur. Je vois très mal, mais monsieur là. Micro, s'il vous plaît. Voilà. N'oubliez pas de vous présenter pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Pierre Sabatier-Garat. Et on a évoqué justement ce que vous venez de dire, monsieur le professeur, à savoir cette coopération européenne. On n'a pas évoqué, en revanche, la coopération avec Israël de cette époque-là. Est-ce que quelqu'un dans le panel peut nous dire si cette coopération était à caractère
véritablement d'une part gouvernementale et à caractère stratégique, ou bien si c'était plutôt des initiatives individuelles. Alors je vais vous répondre, permettez-moi très directement, ça très bref. On a maintenant accès aux archives, tout ça a été publié et bien connu. Nous sommes au moment de l'affaire de Suez. Et en septembre 1956, Anglais, Français ont décidé l'opération. Ils aimeraient bien qu'Israël participe. Contrairement à ce qu'on croit, Begin, des gens de l'époque israélien, le nom m'échappe à ce nom, oui, Ben Gurion, merci. Ben Gurion n'est pas du tout favorable au départ, il trouve que c'est très dangereux, et pour le convaincre, les Français, pour faire les choses rapidement, c'est parfaitement concomitant, lui disent « on va vous aider dans votre programme nucléaire ». Alors, ça a été bien entendu, il y a des individus qui ont porté ça, mais c'est une décision gouvernementale, ultra secrète, mais indiscutable, on a maintenant tous les éléments pour le prouver. En 2 phrases, n'est-ce pas, enfin, ça répond, je pense, à la question. Vous avez eu un livre de Pierre Péan, sur les 2 bombes, dont M. Goldschmidt disait lui-même qu'il était à 90% exact, ce qui est quand même pas mal. Et j'ai pu moi-même trouver encore d'autres archives, les témoignages que M. Péan avait pu utiliser. Ça fait l'objet d'un article de la revue Histoire diplomatique autour de l'affaire de Suez. C'est un peu dissimulé dedans, mais c'est parfaitement clair. Il n'y a pas de doute maintenant là-dessus. Voilà. J'espère que ça vous convient, monsieur. Ça vous suffit, disons. Autre question, s'il vous plaît? Je vais toujours m'aider à... Oui, oui, ici. Pardon. Oui. Toujours sur l'affaire de Suez. On nous dit toujours que ça se serait passé autrement. Guy Mollet a dit ça serait passé autrement si on avait eu la bombe. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait eu la bombe? Moi, j'ai froid dans le dos. On aurait provoquer les Russes. Vous dites que c'est du bidon de la part des Russes, mais on ne sait pas, évidemment. Non, Donc, pardonnez-moi, je peux tout à fait confirmer ce qu'a dit M. Guinel, mais je vous laisse répondre. Je crois que le micro est branché, monsieur. Oui. Simplement, si la France avait eu la bombe, elle aurait eu une capacité dissuasive vis-à-vis du bluff soviétique, mais ça n'aurait rien changé. De toute façon, les raisons du retrait franco-britannique ne sont pas à chercher dans le bluff soviétique. C'est les États-Unis qui ont décidé de couper le robinet à Londres si l'opération ne s'interrompait pas. On parle de tout ça, il y a 50 livres sur le sujet, on parle de tout ça en essence de moca, de caricature, mais voilà, en gros, ça n'aurait rien changé. Alors je peux apporter une précision qui va exactement dans le même sens. Il se trouve, si vous voulez, que mon père était à notre ambassade à Moscou à l'époque, était le numéro 2 de l'ambassade, et nous sommes dans ces journées tragiques, n'est-ce pas? Bon, début novembre 1956, avec en même temps l'affaire de Hongrie. Il y a des liens, évidemment, pour les soviétiques entre les deux, c'est tout à fait clair. Et mon père connaissait très bien un journaliste de très grand talent, Jean Neufsel, d'origine russe, donc il passait pour un russe, son russe était parfait, et il connaissait tout le monde dans les milieux dirigeants, et mon père lui demande comment s'est passée une conférence de presse. Il a demandé plutôt à Neufsel, au cours d'une conférence de presse tenue par le ministre ou un sous-ministre des Affaires étrangères soviétiques, poser une question. Alors c'était, vous vous souvenez, des communiqués menaçants, etc., etc. Et la question de Jean Neufsel a été la suivante. Comment se passerait éventuellement une action de l'Union soviétique dans l'affaire de Suez dans le cadre des Nations Unies ou de façon indépendante? Réponse du sous-ministre soviétique, bien entendu dans le cadre des Nations Unies. C'est revenu à l'ambassade. Dans la nuit, Guy Mollet téléphone à l'ambassade, par téléphone. Et l'ambassade lui répond: nous savons que les soviétiques ont bien pris soin de dire que ce serait dans le cadre des Nations Unies, c'est-à-dire jamais. Donc les dirigeants français savaient, après un moment d'inquiétude, ils savaient dans la fameuse nuit du 5 au 6 que l'Union soviétique n'interviendrait pas militairement et que ces menaces nucléaires étaient destinées à sa propagande dans les pays arabes. Pour dire les choses très brièvement. Voilà, ça c'est attesté. Je peux vous donner des références, si ça vous intéresse, pour avoir les situations précises. Autre question, s'il vous plaît. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, devant un certain ralentissement de la réaction neutronique, oui,
Monsieur Bourreil, pardon, je ne l'avais pas vu. Juste un point concernant Suez. Si vous me rectifierez, maître, si je dis une bêtise, mais il me semble bien que malgré le fait que nos amis britanniques ont calé, pour une fois ça a été eux en premier, eh bien, les états-majors français et même le gouvernement ont encore caressé l'idée de reprendre la situation en main et de reprendre l'expédition là où elle avait été momentanément stoppée jusque vers le mois de mars ou avril 57, si ma mémoire est bonne. Je le confirme tout à fait. Il y a des plans où, grosso modo, on est prêt à y aller. Alors, si les Israéliens veulent bien encore venir, c'est très bien, etc. S'ils veulent participer, hein, plus on est de fous, plus on rit. Ou même à y aller tout seul. Ce qui veut dire très clairement que la menace soviétique, on l'a parfaitement délimitée et on sait ce que l'on peut avoir comme marge de manœuvre dans ce dossier éminemment sensible, bien sûr. Okay. Dernier point que j'ai découvert, et là je pense que cela vous amusera, cher maître, de le savoir, tout à fait par hasard dans les archives du service historique de la Défense, parfaitement accessible. Effectivement, tout ça est lié la Hongrie, Suez, etc. Mais j'ai découvert avec un grand plaisir au début de la semaine que nos amis dirigeants de l'Allemagne de l'Est ont profité du mouvement global de la tension internationale pour faire passer un message à leurs camarades dirigeants de l'Union soviétique, à savoir que puisqu'ils faisaient bloc avec l'Union soviétique sur Suez, puisqu'ils venaient d'aider à remettre au pas la Hongrie, peut-être pourrait-on revoir les frontières entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne. Et vous imaginez la réponse qu'a eu le camarade Khrouchtchev. Ça, c'est la fraternité du bloc soviétique qui était tellement saluée par les dirigeants de l'époque. Mais je reviens une seconde sur les projets militaires français. L'affaire de Suez n'est pas terminée le 6 novembre 1956. Il y a toute une série d'enjeux. Le dégagement du canal de Suez, la reprise du trafic pétrolier. Je vous rappelle qu'on a gelé en France pendant l'hiver 56-57 et l'essence a été rationnée très sévèrement. D'autre part, il y a l'État d'Israël. Le gouvernement français souhaite qu'un accord, finalement, il interviendra en 1957. C'est l'accord avec l'ONU, les forces d'interposition dans la presqu'île du Sinaï, etc. Tout ça sont des enjeux que le gouvernement français n'abandonne pas du jour au lendemain. L'affaire ne se termine pas tout de suite. Et pour que tout ça ait du muscle derrière, il y a des dispositions militaires qui sont prises. Il y a le maintien de certains moyens, même à Chypre. Enfin bon, les possibilités de renforts rapides qui n'auraient de sens à ce moment-là que pour aider Israël en cas de nouvelle crise. C'est tout à fait clair. Je suis entièrement d'accord avec vous.